Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin le ministre chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu. Bonjour Sébastien Lecornu. Bonjour Pierre de Villeneuve. Alors finalement c'est pas vous, Mais pourquoi vous voulez que ce soit moi? le ministre de l'écologie? Mais je suis ministre en charge des collectivités territoriales et je propose et je présente tout à l'heure au Conseil des ministres une loi importante autour de la On va en place de parler, la commune mais et c'était des pas maires. dénué de sens dans que notre vous soyez pays. nommé en lieu et place de François de Rugy. Je n'étais pas candidat, donc pas de raison que je sois nommé. Elisabeth Borne est une amie, elle est ministre des Transports. Depuis 2 ans, elle a mené des réformes courageuses. Je pense notamment à la réforme de la SNCF, qui n'est pas une petite loi, c'est le moins que l'on puisse dire, une petite réforme. Elle a mené récemment la loi d'orientation sur les mobilités du quotidien. Elle est souvent sur le pont sur des dossiers de crise, on l'a vu dans les gares, on l'a vu sur le dossier des infrastructures routières ou Elle est ferroviaires. critiquée pour ne pas être très écologique. Oui, mais ça suffit. Ce sont toujours les Ça mêmes. suffit. Oui, ça suffit, parce que ce sont toujours les mêmes qui vous donnent des bons points en matière d'écologie. Et puis, lorsqu'il s'agissait, par exemple, de parler, de débattre de la taxe carbone il y a quelques mois en pleine crise des Gilets jaunes, les mêmes étaient complètement aphones, voire planqués. Donc, moi, je revendique pour le coup cette amitié et cette compétence d'Elisabeth Borne. C'est la bonne femme au bon endroit, avec en plus une équipe ministérielle de qualité. Vous voyez ce que fait Brune Poisson sur les déchets, vous voyez ce que fait Emmanuel Vargon sur l'écologie territoriale, l'écologie de proximité. Ça fait un trio, de femmes de choc qui me semble tout à fait opportun de promouvoir et de féliciter. La page François de Rugy se tourne et pourtant les titres de la presse sont cinglants ce matin. À l'heure des Gilets jaunes, il ne fallait pas abuser des homards. Je cite les dernières nouvelles d'Alsace. Le château Yquem, les crustacés dodus, les boiseries dorées, le dressing, ça ne pouvait que rester en travers de la gorge d'une opinion déjà rincée, dit La Montagne. Entrée plat, désert, dit Libération. On éditorialise un peu trop ? Il est clair que le temps de l'action politique est désormais un temps à la sobriété. La sobriété dans la manière de se comporter. Et ça, c'est clair que le Premier ministre l'avait d'ailleurs dit au début du quinquennat, en disant à ses ministres, sur les premiers conseils des ministres, qu'il fallait nous être plus irréprochables, peut-être encore, que d'autres générations de femmes et d'hommes politiques, sur lesquels Donc la presse a raison d'y aller un peu fort. Sur lequel il ne faut pas jeter l'opprobre, mais peut-être qu'effectivement, le degré d'exigence aujourd'hui est plus important. Non, la presse fait son travail. Mediapart aussi ? Stanislas Guérini, hier, à votre place, disait que c'était un tribunal médiatique. Vous êtes d'accord avec ça ? Mediapart fait de la politique. Moi-même, je suis en procès avec Mediapart sur des informations infondées qu'ils ont publiées il y a maintenant 2 ans. Je vous dis une chose, moi, ce qui m'étonne beaucoup de Mediapart, c'est pas qu'ils fassent des enquêtes. Notre pays est un pays, justement, dans lequel la liberté de la presse est quelque chose sur lequel moi je me battrai jusqu'à la dernière minute pour la promouvoir. Pourquoi ce feuilletonnage ? Pourquoi ce goutte à goutte et ce supplice? Soit Mediapart a toutes les informations et publie une grande enquête et fait une grande interview de François de Rugy parce que la parole est à la défense, comme d'ailleurs pour chacun de nos concitoyens lorsqu'ils sont mis en cause aujourd'hui dans notre pays. Mais cette espèce de feuilletonnage, de toutes les évidences, a empêché François de Rugy de se défendre. Et donc il était condamné à cette démission, qu'il a souhaité de lui-même, parce que ça lui permettait de se défendre. Tout citoyen de notre beau pays a le droit de se défendre. Un ministre n'a pas plus de droits, n'a pas plus de privilèges qu'un autre Français, et en a non plus pas moins. Elisabeth Borne va donc hériter des dossiers environnementaux, ceux que vous avez également portés vous-même, Sébastien Lecornu, aux côtés de Nicolas Hulot. La fermeture de Fessenheim, l'ouverture de l'EPR de Flamanville, le projet du centre d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, le plan hydrogène dont on n'entend plus parler. Quand on a travaillé d'arrache-pied sur ces sujets, comme vous, on a envie que ça aboutisse. C'est votre cas. C'est pour ça que je suis convaincu que Elisabeth Borne est la bonne personne à la bonne place, elle est sérieuse. Pour tous ces plans-là ? Vous savez, c'est un ministère très technique, il est très paradoxal. C'est qu'à la fois il est très politique, on le voit bien, le sujet du glyphosate par exemple a occupé une bonne place de l'actualité politique et médiatique dans notre pays, puis en même temps dès qu'on ouvre un dossier, il est question de science, il est question d'équilibre énergétique et d'approvisionnement en énergie dans notre pays. Donc en fait la science se mélange largement aux questions politiques. Et prendre une ministre qui plutôt vient du champ de la société civile, qui était patronne de la RATP, qui était préfète d'une région rurale, etc. Directrice de cabinet Ségolène Royal, elle connaît les dossiers. Oui, c'est peut-être bien d'avoir des gens qui connaissent leurs dossiers. Sébastien Lecornu, dans ce contexte, on l'a dit, difficile, chaotique, avec des rebondissements, vous présentez aujourd'hui en Conseil des ministres votre projet de loi proximité et engagement. Votre idée, c'est donc de renouer avec les maires, avec les territoires, et il y a eu une cassure avec les Gilets jaunes, vous en savez quelque chose, avec le président de la République aussi, on l'a appelé comme étant le président des villes. C'est quoi ? C'est
sorte de reconquête des territoires que vous faites ? Oui, la réalité, vous savez, moi j'étais maire de Vernon et président du conseil départemental de l'Eure. La réalité, c'est que la rupture, elle date d'il y a belle lurette. Depuis plus de 10 ans, dans ce pays, il y a une espèce de frénésie. On a adoré les grandes régions, les grands cantons, les grandes intercommunalités. On a pensé que tout ce qui était immense était forcément très beau, très utile, très moderne. Et il y a eu une injonction progressiste depuis Paris en disant il faut grossir, il faut grandir. Bon, le drame, on l'a bien vu, c'est que c'est pas dans la culture française. La culture française, c'est la si je commune. parle d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a eu une cassure, notamment avec l'Association des maires de France. Oui, il y a eu une certaine si on est un peu honnête, attitude. Si on est un peu honnête, la cassure, elle est plus lointaine. Peut-être qu'elle s'est fait davantage ressentir au début de quinquennat, mais pour tout un tas de raisons, peut-être des maladresses de notre côté, mais aussi une volonté de nos opposants politiques de nous accrocher une pancarte. Regardez ce qu'une partie de la droite a voulu faire. D'ailleurs, c'est le seul argument sur lequel ils ont tenté d'être audibles depuis 2 ans, en disant c'est un président hors sol, c'est le président de Paris, c'est le président des métropoles. Bon, pardon, enfin, ceux-là aussi, on les entend plus beaucoup depuis le grand débat, parce que quand on voit le président de la République parler pendant 96 heures avec les maires, connaissant aussi bien qu'un maire les dossiers territoriaux, les mêmes d'ailleurs qui faisaient ces procès Emmanuel Macron ont disparu et d'ailleurs ne sont pas capables de faire la même chose. Ce texte que vous portez, il valorise le maire. Mieux que ça, c'est pas c'est pas un projet de loi pour les élus, c'est un projet de loi pour la mairie, c'est un projet de loi pour la commune. Depuis 1789, ou dans notre pays, je parlais pas plus que cela, voilà. Mais c'est important de le dire à ce micro, plus que cela, la commune fait partie de notre histoire française. Les révolutionnaires ont transformé à l'époque les plus de 40 000 paroisses françaises en communes. Depuis 2 siècles, on organise les services publics, notamment en milieu rural, mais également en ville, autour de la mairie, autour de la place de la commune. Et donc en fait, c'est un projet de loi qui non seulement comprend une trentaine de mesures qui sont peut-être pas prises les unes à côté des autres comme étant spectaculaires, mais qui forment un système qui fait un infléchissement culturel majeur. On va repartir de la mairie, on va repartir du maire, on va repartir de la commune. Et après, vous avez raison, il y a une crise de l'engagement. Alors, cette crise de l'engagement, on la connaît dans les milieux associatifs, dans les milieux syndicaux, on la connaît dans les réserves des armées. C'est plus difficile aujourd'hui de s'engager pour tout un tas de raisons dans notre pays qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Et puis, il faut être honnête aussi, le degré d'exigence de nos concitoyens vis-à-vis de nos collègues maires ou maires adjoints est plus aigu et plus difficile aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a une vraie crise. Il y a un maire sur 2 qui ne veut pas se représenter. Parce qu'il y a un sentiment de dépossession. À quoi bon ? Est-ce que ce que je fais est utile ? Est-ce que je vais pouvoir vraiment mener mes projets ? Ouais, dans tous les sens, parce que regardez le nombre de maires... Regardez ce que je fais et puis ça n'est pas reconnu. Exactement, ou le sentiment même que je ne peux plus le faire, ce qui est encore pire que tout, parce que vous engagez pas pour rien faire. Personne ne fait maire pour une petite indemnité chaque mois, c'est pas vrai. Les gens et c'est pour ça que du sens à leur vie, du sens à leur commune, impulsion, et il y a du sens à leur territoire. Financière aussi. Oui, financière, mais pas que, évidemment, mais notamment sur des mesures d'accompagnement. Vous avez une indemnité d'un même montant pour les maires des petites communes de 1 à 3 500 habitants, 1 670 € par mois, c'est 1 000 € de plus qu'actuellement pour certaines communes. C'est une possibilité, puisque ça reste les maires qui vont fixer leurs indemnités, ce qui est un principe important de libre administration des collectivités territoriales. Mais vous voyez, c'est pas la mesure que je retiens le plus de ce projet de loi. Le fait de pouvoir, pour l'État, prendre en charge toutes les assurances juridiques pour les maires des communes de moins de 1000 habitants. Le sentiment que si on devient maire de son village de 300 habitants, on peut aller en prison, on peut avoir sa responsabilité civile engagée, le fait que l'État, la solidarité nationale, donc, vienne garantir les moyens de se défendre pour un maire est quelque chose qui va dans le bon sens. Donc, oui, il y a des mesures de liberté locale pour redonner toute sa place à la commune et à la mairie dans l'organisation de notre pays. Je pense que c'est véritablement un combat culturel, je pèse mes mots en le disant. Mais de l'autre côté, il y a des mesures pour l'engagement, parce que c'est peut-être plus dur qu'avant de s'engager, parce qu'on est à 6 mois des élections municipales et qu'on peut avoir effectivement un certain nombre de listes qui sont incomplètes dans un certain nombre de villages de France. Il fallait envoyer ce signal. Une mesure, par exemple, les frais de garderie pour les enfants, ou d'ailleurs pour des élus qui auraient des personnes en situation de handicap ou de dépendance à la maison. Il est évident que c'est plus facile d'aller siéger au conseil municipal lorsqu'on est retraité que lorsqu'on est jeune papa ou jeune maman. Cette mesure, elle est importante. On va payer les frais de garde pour tous les élus, conseils municipaux, maires adjoints et maires dans les communes les plus petites de ce pays. Ce sont aussi des mesures pour faire en sorte que les conseils municipaux ressemblent à la société d'aujourd'hui. Texte que vous présentez tout à l'heure en Conseil des ministres, Sébastien Lecornu, un mot des Républicains que vous avez quitté, devrais-je dire, dont vous avez été chassé à l'époque, comme Gérald Darmanin ou d'autres. Comment est-ce que vous voyez la reconquête du pouvoir par la droite ? Il faut que la droite soit claire avec elle-même. Moi, je me réjouis pas de voir l'état des LR aujourd'hui. C'est vrai ? Mais oui, parce que déjà, il y a tout un tas de gens bien. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et moi, je connais des députés, des sénateurs, des engagés de terrain qui veulent bien faire. La première bataille, à mon avis, des Républicains, c'est de reconquérir les valeurs républicaines. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Je crois que
la faute politique commise entre les deux tours de la présidentielle, où ils n'ont pas su dire clairement s'il fallait choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, est une faute politique lourde. C'est la rupture profonde avec ce qu'a été Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy. Et de cela, ils ne se sont pas remis. Et effectivement, la résilience de la droite républicaine passera par une plus grande clarté, d'une part, sur le terrain des valeurs, et d'autre part, je le dis, par une grande bienveillance à l'égard de ce que fait le président de la République et le gouvernement. C'est pas en étant opposant systématique à tout ce que nous faisons que la droite réagit. Pardon ? Quel candidat des trois est le mieux placé ? Ça, j'ai pas d'avis sur la question, très franchement, c'est plus mon affaire. Tant pis. Merci beaucoup Sébastien Lecornu d'avoir été avec nous ce matin sur Europe.